J'aimerais voir un jour des livres d'artistes bien en vue sur les rayons des supermarchés, des drugstores et des boutiques d'aéroports. Ce vœu, exprimé en 1967 par Lucy Lippard, rapporté par Daniel Blouin dans son ouvrage Un livre délinquant, ne pourrait être rendu possible, selon Blouin, que par l'utilisation d'un médium de masse dépourvu de l'aura d'œuvres d'art et servant à faire circuler les idées, les concepts ainsi que les interventions d'artistes remettant en question le marché de l'art et son produit. Le doux rêve de Lippard apparaît toutefois antinomique avec la manière dont la pratique du livre d'artiste s'est développée au cours du dernier siècle, soit dans une tradition de production artisanale dont la rareté l'investit de cette aura décrite par Walter Benjamin dans son célèbre texte de 1936 et qui, paradoxalement, devrait être délaissée afin de transformer le livre d'artiste en production de masse, disponible en librairie et accessible au grand public. En effet, les livres d'artistes recensés et abordés dans les ouvrages de Blouin et de Johanna Drucker, ou encore ceux présentés dans l'anthologie d'Aileen Wallace Masters Book Arts que j'ai amené, donc tu peux le faire circuler si tu veux. Céline? Non, pas du tout. Je pense qu'il est en dessous de la deuxième pile. Sens d'organisation fantastique. Donc, les ouvrages recensés dans ces titres sont tirés en peu d'exemplaires et leur confection particulière suppose généralement une création manuelle et précise qui s'envisagerait mal en production sérielle. Ce que l'on devine en lisant dans l'essai de Blouin, par la phrase suivante, pour apprécier tous les aspects d'un livre d'artiste, il faut le manipuler, le lire et l'interroger dans sa matière, ce qui en fait une œuvre difficilement reproductible. Pensé ainsi, le livre d'artiste entraîne deux corollaires. Pardon. Premièrement, il permet une grande liberté dans la composition matérielle de l'objet, l'unicité qui le caractérise en désignant autant la rareté que l'inventivité phénoménale des formes qu'elle rend ainsi possible. Deuxièmement, ce livre devient par la force des choses très peu accessible en raison de son caractère précieux et des forteresses bibliothécaires qui les détiennent. Les livres d'artistes sont certes consultables, par exemple au centre de conservation de la BNQ sur la rue Holt à Montréal, mais il faut être un initié ou un connaisseur pour avoir accès à ces œuvres et à moins d'avoir Desmarais, Pellado ou Rockefeller comme nom de famille, on peut difficilement envisager d'en monter une collection chez soi. Je dirais par contre que ça a l'air négatif quand je dis forteresse bibliothécaire, et si les livres d'artistes sont emprisonnés, je dirais que les geôliers sont très sympathiques, donc je veux pas que ce soit mal interprété non plus. Or, si on considère certaines définitions du livre d'artiste, on constate que la rareté de l'objet n'est pas spécifiée comme une de ses composantes sine qua non. Johanna Drucker et Dick Higgins, par exemple, insistent principalement sur le caractère autoréférentiel et autoréflexif du livre d'artiste, qui considère et insiste sur les composantes et les propriétés matérielles et symboliques présidant à son élaboration. Ces définitions rejoignent celles qui est élaborée dans The New Art of Making Books du poète mexicain Ulysses Carrion, qui avance que le livre doit être créé non pas en fonction d'un texte que le livre accueille passivement, mais comme une fusion entre forme matérielle et forme textuelle. J'ai mis ici des exemples. Le reste du texte de Ulysses Carrion est un peu délirant, mais ces passages-là sont quand même très instructifs. La seule allusion au caractère oratique du livre d'artiste se retrouve dans le titre d'un des chapitres de l'essai de Drucker, The Artist's Book as a Rare and/or Oratic Object. Mais on peut faire remarquer que le chapitre précédent s'intitule The Artist's Book as a Democratic Multiple, ce qui établit d'emblée que plusieurs formes sont envisageables. Signalons également que dans ses formes les plus radicales, le livre d'artiste ne retient que les aspects symboliques du livre, à savoir sa capacité à détenir et transmettre de l'information. Le texte y devient accessoire quand il n'est pas impossible d'accès. Certains des exemples fournis par Drucker et Blouin dans leur ouvrage en témoignent. Boundless de David Stairs, Universum de Maurizio Nanucci et Défense de savoir de Georges Huguenet refusent à dessein l'accès à leur page au lecteur et correspondent davantage à la sculpture qu'à la littérature. Même les pratiques moins radicales qui amalgament au texte peinture, photographie, artefacts et autres éléments hétéroclites peuvent être perçus comme une intrusion inhabituelle dans le livre. Voilà peut-être pourquoi on a parfois l'impression que beaucoup de littéraires ne sont pas familiers avec le livre d'artiste. C'est soit par ignorance de cette pratique, qui en raison de ses techniques de production et de ses tirages en quantité fort limitée, reste marginal et peu diffusé, soit par indifférence à une pratique du livre qui rend volontairement illisibles ses œuvres dépourvues de texte ou en faisant cohabiter avec d'autres formes. Les littéraires, qui aiment davantage le livre pour le texte qu'il contient que pour son emballage, ne sait trop que faire d'une œuvre qu'il ne peut aborder avec ses repères théoriques et herméneutiques habituels, à savoir la simple lecture d'un texte. Il peut, de manière certes hâtive, juger stérile le livre d'artiste et se priver d'une forme d'art qui aurait lieu de l'interpeller au premier titre. C'est du moins le constat auquel je suis arrivé après en avoir discuté avec des amis et collègues, ce que je reconnais volontiers être un petit échantillon. Je ne tiens donc pas cette observation comme une vérité absolue ou un état de fait.
Je pense pour ma part qu'il est déplorable qu'un tel gouffre se soit érigé entre le livre d'artiste et la littérature. Je ne veux certainement pas désigner un coupable pour cette situation. Ce que j'aimerais plutôt faire ici, c'est aborder des œuvres qui peuvent réconcilier les amateurs du livre d'artiste et de la littérature plus traditionnelle, des œuvres romanesques où sont conciliés l'investissement des propriétés matérielles du livre et la création littéraire romanesque dans un projet artistique commun, pensé dans une logique de reproductibilité mécanique à grande échelle. Autrement dit, je voudrais montrer comment les acquis de la pratique du livre d'artiste sont exploités dans des œuvres littéraires, publiées récemment par des éditeurs à mi-chemin entre l'indépendant et le gros joueur, en effectuant des brèves analyses de The Unfortunates de B.S. Johnson, publié initialement chez Sucker and Warburg en 1969 et réédité en 2008 chez New Directions, et une édition spéciale de The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, de l'Irlandais Laurence Sterne, par la maison d'édition londonienne Visual Editions et paru en 2010, où la matérialité particulière et les propriétés textuelles de ces livres collaborent et doivent être pensées communément lors de leur lecture et leur interprétation. Commençons par The Unfortunates. Brian Stanley Johnson, écrivain expérimental anglais né en 1933 et mort en 1973, a été peu connu et lu de son vivant. En fait, si je vous en avais pas présenté une photo, vous n'auriez pas pu le reconnaître même s'il était assis dans la pièce avec un t-shirt qui dit « Je m'appelle B.S. Johnson ». Son biographe Jonathan Coe écrit à propos de sa démarche « The primary task of the novel, as Johnson saw it, was to interrogate itself, to draw attention to its own artifice, and any writer who saw it merely as a vehicle for linear storytelling were kidding themselves. » En 1969, Johnson fait paraître chez l'éditeur Sucker & Warburg un roman composé de 27 parties détachées, dont la longueur peut varier entre une page ou une douzaine, les chapitres étant réunis dans une boîte qui en forme la couverture. Seuls le premier et le dernier de ces chapitres sont clairement indiqués, les autres peuvent et doivent être consultés dans une séquence aléatoire. Ce roman largement autobiographique met en scène un écrivain ne parvenant pas à vivre de sa plume. Réduit au journaliste sportif, il se rend dans une petite ville afin de couvrir un match de soccer. L'arrivée en ce lieu fait ressurgir à sa mémoire la relation avec un professeur d'université qui s'est terminée abruptement quand ce dernier a été emporté par un cancer à 29 ans. Derrière ce souvenir s'en cache un autre, celui de l'amour passionnel du narrateur pour une femme qui l'a trompé et qui laisse en lui une blessure affective indélébile. L'édition originale de The Unfortunates, tirant quelques milliers d'exemplaires et pilonnée sans le consentement de l'auteur en raison de ses ventes maigres, est devenue un trésor de collectionneur, parfois rescapé dans les sections de livres rares des bibliothèques universitaires. Toutefois, l'éditeur américain New Direction a décidé en 2008 de le rééditer, dans un format plus petit mais qui reprend toutes les composantes formelles originellement pensées par Johnson. C'est donc à partir de cette édition que je vais commenter l'œuvre. À première vue, The Unfortunate se présente comme un livre conventionnel à la couverture rigide. C'est en tournant la couverture, ou en le regardant de biais pour découvrir une surface cartonnée lisse, que l'illusion s'estompe et que le texte se dévoile. Le boîtier n'est toutefois pas qu'un réceptacle contenant les pages qui seraient autrement promises à un éparpillement, puisque du texte est inscrit sur les parois de la boîte. Non pas les traditionnelles informations de catalogage, elles sont plutôt incluses dans un feuillet d'introduction, mais plutôt une note à l'intention du lecteur, un compte-rendu journalistique d'un match de soccer signé par Johnson, et au fond de la boîte, sur ses rebords, 3 brèves citations non attribuées, mais on y reconnaît la plume de Sterne et de Samuel Beckett, 2 auteurs admirés par Johnson. Forme d'exergue qui encadre spatialement et physiquement le texte principal, et en constitue d'ailleurs les seules références intertextuelles. Il y a dans chacun de ces éléments une préparation à la lecture qui suivra. La note au lecteur indiquant les composantes formelles de l'œuvre, 27 sections liées ensemble par un bandeau amovible, et une brève instruction qui contient une perle d'humour absurde. If readers prefer not to accept the random order in which they received the novel, then they may rearrange the sections into any other random order before reading. Les références à Sterne et Beckett annoncent un style et une forme littéraire, l'abus de ponctuation et de marques typographiques similaires à la Sterne et ses Shandy and Dash, et un flux de conscience semblable à l'écriture romanesque de Beckett. Finalement, l'article de journal sportif écrit par l'auteur permet d'établir, dès la lecture du premier chapitre, la part largement autobiographique de ce roman. Comme annoncé, le roman, dans son format éclaté et délié, provoque une expérience sensorielle déroutante. Le flux de conscience du narrateur est octant, hésitant et éperdu. Les pensées s'enchaînent, se contredisent et se superposent à un rythme à la fois frénétique et variable, en raison du recours généreux aux virgules et aux espaces blancs. La brièveté des chapitres et leur passage du coq à l'âne entre les souvenirs d'une amitié interrompue, d'un amour perdu et d'un présent déprimant, donnent le tournis, mais restituent avec justesse l'intériorité d'un artiste à la sensibilité exacerbée.
Pour décrire la stratégie formelle employée par B.S. Johnson, j'aimerais la comparer à un autre écrivain ayant publié sensiblement, à la même époque, un livre beaucoup plus connu. Le roman de 1964, Cosmos, de Witold Gombrowicz, présente un personnage principal qui, dans une narration homodiégétique, accumule les pensées et les observations à l'occasion d'un séjour à la campagne. Rapidement, le narrateur fait des liens bigarrés entre certains détails de son environnement immédiat, principalement un moineau pendu et la bouche d'une jeune femme dont il s'éprend, et ses pensées s'enchevêtrent dans un réseau inextricable qui, peu à peu, ne devient cohérent que pour lui-même. Dans un mouvement anthropique et centripète, l'esprit du narrateur se replie sur soi-même. Pour parler en termes sémiotiques, on assiste dans les pages du roman de Gombrowicz non pas à une relance de la sémiose, puisqu'elle ne s'alimente plus de nouvelles interprétations, c'est l'inverse, une nécrose graduelle de la sémiose, un enlisement qui en vient être perçu comme de la folie par l'entourage du narrateur. C'est le mouvement inverse que B.S. Johnson déploie dans l'esprit du narrateur de The Unfortunates. Celui-ci passe continuellement du déclin physique de son ami combattant un cancer à sa propre agonie sentimentale, alterne entre rémanence mémorielle d'une période douloureuse de sa vie et contre-rendu apathique du présent de sa visite dans un bourg anglais. Le défilement continuel et changeant des pensées du protagoniste forme une errance mentale que B.S. Johnson jugeait similaire au propre mouvement de sa pensée. C'est pour cette raison que le texte se présente en feuille libre, à lire dans un ordre aléatoire. D'ailleurs, l'insistance sur cette notion de hasard et d'imprévisibilité s'étend à la plupart des thèmes du roman. Côtoiement du présent et du passé dans l'esprit du narrateur, malchance frappant son ami diagnostiqué avec une maladie mortelle avant même d'avoir atteint la trentaine, facteur de chance qui préside également un match de soccer, où le ballon peut effectuer des bonds étranges à tout moment. Le format employé par ce livre, une boîte retenant ensemble les chapitres, est donc similaire à la boîte crânienne contenant le réceptacle physiologique des pensées de l'auteur. Sitôt que l'on y pénètre, un chaos à peine ordonné s'y déploie. Passons maintenant au deuxième exemple. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le situerai ainsi. Si la littérature française a Rabelais et son Gargantua et que la littérature espagnole a Cervantes et son Quichotte, la Grande-Bretagne a Sterne et son Tristram Shandy. Écrit en 9 volumes entre 1759 et 1767, ce roman demeure un sommet de métafiction, d'autoréflexivité et d'inventivité. L'œuvre consiste en la tentative par un certain Tristram Shandy d'écrire son autobiographie, tentative qui achoppe continuellement puisque le narrateur tergiverse, ouvre des parenthèses qu'il ferme quelques chapitres plus tard, invective son lecteur et, interrompu par son entourage, se lance dans des explications savantes interminables, amende sa position, et j'en passe. Sterne parvient, grâce à son personnage, à faire l'étalage de sa grande érudition, tout en singeant un discours alambiqué qui n'aboutit pratiquement jamais au terme de l'explication entreprise initialement. Plus encore, et c'est ce qui en fait un objet rêvé pour la présente table ronde, Sterne a été un précurseur dans le domaine des interventions plastiques, visuelles et matérielles pratiquées sur un texte imprimé, qui n'en demandait pas tant par ailleurs. C'est pour cette dernière raison que Visual Editions, maison de publication londonienne, a choisi d'en offrir une 123e édition, selon leur propre compte. Ceci est d'ailleurs indiqué par une ligne du temps tracée à même la couverture de livre et qui traverse ses pages de bord en bord, cette ligne décrivant une trajectoire en courbe et zigzag pour une raison qui sera bientôt expliquée. Souligner de manière si ostentatoire le nombre d'éditions de ce roman sert deux fonctions. D'abord, établir l'importance historique de ce texte, mais aussi insister sur le fait que cette édition précise cherchera à se distinguer des autres. En effet, comme le révèle l'avant-propos, Tristram Shandy is rich with wonderful, surprising even, visual and typographic experiments. The visual elements in this edition highlights and occasionally exaggerate what Laurence Sterne intended when he first wrote Shandy. Je me suis trompé dans l'ordre, ou j'ai fait sauter un truc. Tant pis. Il y aura long à dire sur les jeux typographiques inclus dans cette édition, à titre d'exemple que je ne peux vous montrer. Ce passage où Tristram Shandy demande à une personne dans la pièce adjacente à son atelier d'écriture de fermer la porte est écrit à la verticale et provoque une disposition en oblique du texte, sans doute pour libérer l'espace nécessaire à la fermeture de la porte. Je vais cependant m'attarder aux occurrences les plus spectaculaires des éléments visuels, ceux qui s'appuient sur l'inclusion d'images ou de textures particulières, donc plus près de la pratique du livre d'artiste. Un des passages les plus célèbres du roman de Shandy est le « Alas poor Yorick », cri de détresse lancé par tous les badauds passant devant la tombe d'un prêtre décédé. Pratiquement toutes les éditions du roman font suivre ces 3 mots de 2 pages noires qui signifient visuellement la tristesse morbide des passants, manière d'employer une image au lieu du texte afin de signaler une émotion si accaparante qu'elle ne saurait être traduite en mots. Dans la Visual Editions de 2010, ces pages noires sont produites par la surimpression,
au sein d'une même page, de tout le texte des 38 pages précédentes, j'en ai un détail ici, provoquant un noircissement et une illisibilité qui démontrent comment l'accumulation de ces mots devient illisible, mais parvient à traduire plastiquement la peine déclenchée par la mort de Yorick. C'est un procédé qui avait d'ailleurs été employé quelques années plus tôt par Johann Safran Foer dans son roman du 11 septembre, Extremely Loud and Incredibly Close, quand un grand-père écrit une longue lettre à son petit-fils et que l'arrivée au bout de son carnet lui fait accumuler au sein des dernières pages une telle quantité de texte que la page déborde de tout ce que le personnage ne pourra dire à son destinataire et s'obscurcit graduellement. Un autre passage célèbre du roman de Stern est celui où l'auteur s'adresse à son lecteur afin de lui souligner son imbécilité et son ignorance. Il est assez fréquent au cours de la lecture que Shandy prenne ainsi à partie son destinataire. Après que son lecteur a demandé à Shandy « And pray, who was Tickerud Toby's mare? » Question fort légitime puisqu'il n'avait pas été question de ce cheval jusqu'alors dans le récit. Shandy lui répond « I tell you beforehand, you had better throw down the book at once. For without much reading, by which your reverence knows I mean much knowledge, you will no more be able to penetrate the moral of the next marble page, motley emblem of my work, than the world without its sagacity has been able to unravel the many opinions, transactions and truths which still lie mystically hid under the dark veil of the black one. » Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer ces citations avant de les dire en public. Cette déclaration est suivie d'une page où apparaît habituellement une image abstraite mimant la texture du marbre, dont il semble pour le moins difficile d'extraire une quelconque morale, malgré l'invitation à le faire lancée par Shandy. Dans l'édition Visual Books, ces pages marbrées prennent la forme d'un agrandissement sur une photographie de sourire énigmatique, inscription visuelle dont il est très difficile d'établir la signification morale. Plus loin dans le roman, Shandy demande à son lecteur de réclamer une plume et de l'encre et les libère de tout texte la page suivante du livre afin de lui donner un espace vierge pour dessiner le portrait du personnage féminin d'une grande beauté qu'il est en train d'aborder à ce moment. Après le texte suivant, et là ça va vraiment être difficile. Thrice happy book, thou will have one page at least within thy covers which malice will not blacken and which ignorance cannot misrepresent. Tel que promis, une page est libérée et il se trouve alors un espace ovale en papier glacé où l'on peut alors effectuer un dessin et possiblement l'effacer s'il ne nous satisfait pas en raison de la texture délébile de cet espace. Ce papier glacé est également employé dans un autre passage où le père de Tristram pérore à propos des conditions requises afin de garder la santé, qu'il fait repousser sur un équilibre entre chaleur radicale et humidité radicale. Puisqu'il est question de chaleur et d'eau, les pages suivant ces propos médicaux sont comme tachetés par des gouttelettes, provoquant une sensation visuelle et tactile chez les lecteurs, simulant une page mouillée par endroits. Dans le dernier tiers du roman, Shandy introduit dans son texte 4 schémas narratifs, prenant la forme de ligues aux courbes et aux zigzags abondants. Ces 4 lignes reproduisent respectivement les trajectoires des 4 premiers volumes du roman et décrivent par les détours et les écarts empruntés par Shandy alors qu'il cherchait à relater la naissance et son enfance. Une 5e ligne est présente à la page suivante, celle-ci démontrant les trajectoires du 5e volume et étant accompagnée de commentaires à propos de certains de ces incartades. C'est une ligne similaire qui apparaît dès la couverture de la présente édition, s'interrompt à la table des matières et réapparaît ponctuellement dans le dernier volume pour se prolonger jusqu'au 3e et 4e de couverture. La présence de cette longue ligne traversant l'ensemble des pages démontre toute la cohérence de l'incarnation matérielle d'une édition très inventive du roman de Laurence Sterne, qui pousse très loin les stratégies formelles et visuelles souhaitées initialement par l'écrivain anglais et prenant toute leur ampleur quelques 250 années plus tard. J'ai abordé 2 romans parus dans les dernières années, mais quantité d'autres auraient pu faire l'objet d'analyses similaires, qui s'appuient autant sur le contenu littéraire que sur les composantes matérielles et visuelles, afin d'en extraire la signification. Je pense notamment à House of Leaves, que j'ai aussi amené, que Brognier entre les mains en fait. Roman de Mark Z. Danielewski à propos notamment d'une maison plus grande de l'intérieur que de l'extérieur. D'ailleurs, la couverture du livre, plus petite que ses pages, en est un indice, et qui multiplie les mises en page bigarrées. Je mentionne d'ailleurs à ceux qui seraient intéressés de lire le roman de Danielewski que quand on s'y investit, ça devient très complexe et que ça peut provoquer des situations comme ça. Je pense aussi au sous-mentionné roman de Safran Foer qui, en plus des expériences typographiques, se termine sur des pages formant un flipbook. Et vous pouvez l'essayer à la fin, le Falling Man du 11 septembre se transforme en Flying Man sous l'impulsion de votre pouce. Impossible également de ne pas mentionner l'éditeur McSweeney's, dont j'ai apporté certains des volumes ici, et que je ne veux pas tous énumérer parce que ce serait très long,
qui multiplie les formats hétéroclites à presque chacune des parutions d'un nouveau numéro de sa revue. Ce que tous ces exemples ont en commun est d'avoir été produits en milliers d'exemplaires tout en investissant la dimension matérielle du livre. Et si on pourrait choisir de les appeler livres hybrides, livres visuels ou tout autre terme, il me semble que les décrire comme des livres d'artistes n'est ni déplacé ni contentieux. En conclusion, de par son unicité, le livre d'artiste artisanal, investi d'une aura, instaure chez le lecteur une révérence respectueuse que l'on peut craindre de voir abolie par un passage en librairie. Ce passage, qui peut être perçu comme un sacrifice, m'apparaît, moins dramatiquement, comme une concession, une contrainte qui, j'espère avoir pu le prouver, laisse encore à l'artiste une grande liberté et lui permet d'accomplir des projets romanesques investis dans leur matérialité, aspirant de cette manière à la totalité du livre jadis annoncé par Mallarmé. Vous savez, celui qui s'écrit avec une majuscule. Comme l'énonce Daniel Kelm, a book is most successful at telling a story when all of its components work together toward a single effect. Bon, ça peut essayer de faire plus d'un effet aussi, mais c'est la vision de Kelm. Ma présentation est justement portée sur des livres à grand tirage où les composantes matérielles et visuelles ont été intégrées à la démarche de création afin de produire des effets saisissants. En pensant le livre d'artiste à l'ère de sa reproductibilité mécanique, ces écrivains ont créé des œuvres qui ne se cantonnent pas dans le marché de l'art et parviennent plutôt à pénétrer dans l'arène de la littérature. Merci.